Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est encore un grand plaisir de vous revoir aujourd'hui pour animer cette émission, cette occasion pour moi éventuellement d'être en contact avec un public qui m'aime. Je le sais très bien et que j'aime très bien du fond du cœur, vraiment pour cette assistance, cette, comment dirais-je, cet accompagnement parcours qui m'a été tout le temps, comment dirais-je, attendez. Alors là, avant d'entamer ce meeting aujourd'hui, que j'ai le plaisir d'inviter une jeunesse, une prometteuse marocaine éventuellement qui s'appelle Jihan Andi, diététicienne et nutritionniste, pour nous parler aujourd'hui de la chrononutrition. Donc, je vais l'inviter et par la suite continuer ensemble. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce fut toujours un plaisir de vous voir, d'être là une fois par semaine. Et la voilà tout simplement. Tout Salut! notre cher nutritionniste Jihan Andi, qui a répondu favorablement à mon invitation, tardivement certes, mais elle est là. Elle est là tout simplement avec ce beau sourire. Jihan Andi, bonjour. Bonjour Zahel. Eh bien, écoutez, moi je vous connais à travers des clients, je vous connais à travers des émissions télévisées dans lesquelles vous avez participé et j'aimerais quand même que vous vous présentez. Bien sûr, donc je m'appelle Jeanne Andy, je suis diététicienne nutritionniste. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que j'exerce dans mon cabinet privé à Rabat. Voilà. D'accord. Magnifique, extraordinaire. Bah, merci. Jihan Andy, j'aimerais quand même savoir comment vous avez rencontré ce métier, la nutrition, la diététique. Euh, oula, rien ne me prédisposait à faire de la diététique mon métier. Donc moi, après l'obtention de mon bac, je suis partie en France. Donc ma première année, je me suis inscrite dans une faculté pour étudier de l'économie et gestion. Donc D'accord? comment dire, je suis pas restée plus de 1 mois en fac d'éco-gestion, tout simplement parce qu'au bout de la première semaine, ça Oui. m'ennuyait, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc du coup, pour garder mon titre de séjour, j'ai dû chercher une autre formation qui a accepté de me prendre en cours d'année. Et j'ai fait une école de naturopathie. Donc, à l'époque, ça ne me parlait pas beaucoup, mais j'étais obligée de suivre les cours jusqu'à la fin d'année. Et à l'approche, justement, de la fin de l'année universitaire, il y a eu un chapitre sur la nutrition qui m'a D'accord. beaucoup intéressée. Et en fait, l'année suivante, j'ai intégré une école de nutrition, toujours en France. Donc, j'ai eu un bachelor en nutrition et en diététique humaine. Et ensuite, je suis partie aux États-Unis pour continuer et compléter ma formation. Et j'ai fait justement une formation de nutrition clinique. Ça veut dire prise en charge de tout ce qui est pathologie et comment prendre en charge ces personnes malades et les aider, soit en prévention, soit en traitement curatif en nutrition. Voilà. On a l'impression de parler à une personne de 40 ans, alors que là, vous pétez la jeunesse, là et tout ce parcours qui parle de lui-même. Alors, écoutez, si nous sommes ici, Jihan, c'est pour parler de la chrononutrition, un régime parmi d'autres qui est appelé régime amaigrissant et qui m'a intrigué ces derniers temps. J'aimerais vraiment vous en parler, vous, la spécialiste. Alors, la chrononutrition, quand je parle sur Wikipédia, qu'est-ce que je trouve? Est un mode d'alimentation adapté à la chronologie biologique des individus. Cette méthode a été mise au point par le docteur nutritionniste Alain Delabosse. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que Jihan peut nous en dire de plus à ce propos? Donc, moi, je vais vous dire plutôt ce que la littérature scientifique en dit aujourd'hui. Mhm. Donc là, c'est un régime amaigrissant qui a vu le jour avec l'explosion des taux d'obésité et de surpoids en France et dans le monde.
D'accord. Et en fait, ce régime pardon, est apparu en même temps que tous les autres régimes amaigrissants, comme le régime hyperprotéiné, le régime indice glycémique, etc. Donc, le but, D'accord. c'était de faire perdre du poids aux gens pour justement essayer de pallier à cette explosion de surpoids et d'obésité. Donc aujourd'hui, à travers la littérature scientifique, on sait que ce qui peut générer une perte de poids, ce n'est pas un régime particulier, c'est surtout ce qu'on appelle un déficit calorique. Ça veut dire qu'il faut que l'apport énergétique qu'on amène au corps à travers notre alimentation soit inférieur aux dépenses énergétiques qui sont soit l'activité physique ou tout simplement à partir du métabolisme de base, parce que le corps utilise de l'énergie même quand on est au repos pour pouvoir assurer les besoins vitaux comme le cerveau, le cœur, la circulation sanguine, la respiration, etc. Voilà. Donc en fait, ce régime-là repose sur le fait que c'est de consommer certains groupes d'aliments à certains moments de la journée pour pouvoir générer et mettre en place donc, la lipolyse qui se met au niveau du corps et donc le déstockage de graisse et du coup la perte de poids. D'accord. Est-ce que ce mode d'alimentation, Jihan, permet de manger plus ou moins tout ce qu'on veut sans se priver? Ça dépend, parce que si mes souvenirs sont bons, je pense que la chrononutrition, ça interdit l'apport en produits laitiers sous prétexte que comme quoi le lactose n'est pas digéré par le corps humain. Et donc, du coup, à part enlever tous les produits laitiers et tous les aliments qui contiennent du lactose, donc les produits laitiers, à ce moment-là, on peut tout manger, mais pas comme on veut. Ça veut dire qu'il y a des horaires à respecter. Je pense que le petit déjeuner, on doit manger plus de protéines, plus de graisse, éviter les sucres le soir, etc. Donc, est-ce que c'est équilibré? Ça peut l'être. Mais aujourd'hui, on sait qu'une calorie, c'est une calorie, qu'elle soit consommée à 8 heures du matin, je parle en termes de perte de poids, qu'elle soit consommée à 8 heures du matin, à 19 heures ou à 19h01, le corps n'a pas la capacité de se dire, ah bah, tiens, il est 19h18, aujourd'hui, donc tout ce qu'on va manger en termes de sucre va être stocké. Non, parce qu'au final, ce qui compte, c'est les calories in, à côté des calories out, c'est-à-dire ce qu'on amène et ce qu'on brûle. Si en suivant ce régime, on arrive quand même à dépasser la dépense énergétique, à manger plus que ce qu'on dépense, on va quand même prendre du poids. Si on fait l'inverse, ben, on va perdre du poids. Maintenant, comme c'est un régime qui ne on ne peut pas vraiment manger librement, on mange beaucoup de graisse, beaucoup de protéines comparé aux glucides en général. Donc ça fait que c'est des aliments, c'est un groupe d'aliments qui est très satiétogène. Donc, par exemple, le matin, au lieu de manger 100 grammes de pain, on va manger, je sais pas, 50 grammes de fromage et 2 œufs. Bah, déjà, quand on mange les 2 œufs, on se sent déjà quand même pas mal calé. Donc, ce qui fait Ouais. perdre du poids, c'est pas vraiment ce qu'on mange à quelle heure, c'est surtout le contenu et la charge calorique des aliments qu'on va ingérer. D'accord. En fait, depuis tout à l'heure, Jihan, je vois que vous conjuguez à l'imparfait ce genre de méthode, ce qui me pousse à vous poser la question suivante, et sincèrement. Dans tous ces régimes amaigrissants, chrono, Tonon, Ducan, et dans toute cette amalgame, quelle est, d'après vous, la bonne approche pour accompagner les gens dans leur processus de gestion de poids? C'est celle qu'on Là, je peut parle à maintenir. Jihan actuellement dans son cabinet. C'est celle qu'on peut maintenir le plus longtemps possible parce qu'en soi, le déficit calorique, tant qu'on veut perdre du poids, il va falloir le maintenir. Et imposer aux personnes de suivre un certain régime alimentaire qui ne s'adapte pas forcément ni à leur goût ni à leurs habitudes est quand même assez contraignant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas suivre longtemps et ça fait qu'au bout d'un moment, on a souvent des arrêts et une frustration qui peut se générer de manière consciente ou inconsciente qui fait qu'à la personne, quand elle se remet à manger normalement, bah, va manger un peu plus. Déjà, ça de un. Et de deux, on a aussi la baisse du métabolisme de base. Parce que quand le déficit calorique est trop important, le corps assure la survie. C'est un mécanisme de survie qui est tout simple. C'est-à-dire quand au lieu de manger, par exemple, 1500 calories par jour, ce qui reste quand même assez peu, et on n'en consomme que 700 sur la journée, le corps ne va pas continuer pour assurer ses besoins vitaux, encore une fois, à brûler beaucoup trop de calories par rapport à ce qu'on lui apporte. Donc, pour éviter de mourir de faim, littéralement, donc le corps, il s'adapte et baisse son métabolisme de base. Sauf que ce phénomène est quasi irréversible parce que quand on se remet à manger autant qu'avant régime,
ben, on se met à stocker déjà plus parce que si on se met la frustration va permettre à la personne de manger plus. Et puis de deux, on a aussi le métabolisme de base. La baisse du métabolisme de base va favoriser un stockage de graisse. C'est pour ça qu'on a l'effet yo-yo en général après l'arrêt d'un régime amaigrissant. D'ailleurs, l'ANSES en France s'est amusée à faire un rapport, je pense que c'était en 2012, sur la totalité des régimes, on appelle ça des régimes tendance, à cette année-là, pendant cette année-là. Et en fait, ils se sont rendus compte que plus de 80% des personnes qui ont suivi ou suivent un régime amaigrissant reprennent tout leur poids, voire même plus, dans les 2 années qui suivent l'arrêt du régime, ce qui est assez énorme. Ça veut dire que pour vraiment atteindre son objectif, le but, c'est de ne pas brutaliser la personne déjà, parce que pour moi, la meilleure manière de décourager une personne, c'est qu'elle se sente vraiment découragée et démotivée. Et comment ça arrive? En maintenant cette sensation de culpabilité constante, parce que quand on donne et on impose un régime à une personne à suivre sans se soucier de ses goûts ni de ses habitudes alimentaires, bah, la personne va se sentir un peu bonne à rien. Et cette sensation de ne pas pouvoir faire d'efforts pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et en fait, ce qui fait, c'est qu'on rentre dans un espèce de cercle vicieux où la personne, elle mange pratiquement rien, elle se restreint un maximum. Fini cette période-là, on a une période de craquage où la personne a du mal à se contrôler parce que c'est plus psychologique que physiologique. Quand on nous prive de quelque chose, surtout qu'on aime bien, on attend que le moment où on va pouvoir la consommer avec plaisir. Et ça fait qu'après avoir ingéré ce genre d'aliments, on a cette sensation de culpabilité. Et cette sensation de culpabilité nous amène à revenir à la phase 1 qui est restriction à nouveau. Donc, on commence à perdre du poids, culpabiliser, reprendre du poids, ainsi de suite. Sauf qu'à côté de ça, il y a tout le temps le métabolisme de base qui continue à baisser avec chaque restriction. Donc, ça fait qu'on en arrive à un point où on ne mange quasiment rien, on n'arrive plus à perdre. D'accord, extraordinaire, c'est très bien expliqué. Alors, Merci. par contre, Jihad Sampous, vous êtes vraiment concerné, la plus concernée par cette question. Je mettrai ma main coupée que jusqu'à 75% des gens qui subissent des régimes amaigrissants sont conscients. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les pousse à aller quand même chercher cette restriction, cette privation, quoi qu'ils savent d'emblée que, je ne sais pas, peut-être inconsciemment, ils vont être face à une culpabilité, à une frustration, peut-être un retour, à tomber victime d'une spirale infinitésimale. Dites-moi exactement, qu'est-ce qui les pousse? Je ne pense pas que les personnes qui suivent des régimes amaigrissants entament ce genre de processus en ayant clairement l'idée qu'après, ils vont reprendre. En général, en fait, on se dit, bon, et ça, je le vois souvent, il y a des personnes qui viennent me voir et quand je donne un programme alimentaire, on me dit, mais vous êtes sûr que je vais maigrir avec ça? Oui, peut-être beaucoup moins rapidement, mais au moins, on sait que la prise en charge et les résultats seront beaucoup plus pérennes. Et en fait, ce qui fait qu'on en vient souvent à me demander, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'un peu plus strict au début, juste pour perdre quelques kilos, me motiver à suivre plus une fois qu'on voit les résultats. Et après, Oui, peut-être on va stabiliser. Et c'est là où on dit non, 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 il n'y a pas de malheureusement. stabilisation à faire. Oui, Il faut juste trouver ce qui marche pour vous et ce qui va marcher pour vous ne va pas forcément marcher pour les 50 autres personnes. Donc, il faut ouais. essayer de voir, par exemple, si on prend un exemple tout simple, il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger le matin. Elles se réveillent avec une sensation de nausée, avec l'appétit est complètement fermé et on ne va pas s'amuser à leur instaurer un petit déjeuner de champion où on leur impose de manger ça sous prétexte qu'on va perdre du poids. Parce qu'il y a certaines études qui disent que les personnes qui prennent des petits déjeuners le matin, bah, elles sont moins en surpoids, elles vont perdre plus rapidement. Bon, certes, la logique, elle tient la route parce que quand on prend un petit déjeuner le matin, on a moins faim sur la journée, on grignote moins. Mais à côté de ça, on ne peut pas évoluer de tout au rien parce que quand la prise en charge, j'en parlais tout à l'heure, est trop brutale, quand on impose un rythme de vie qui ne n'épouse pas forcément les rythmes de vie de la personne qu'elle a eu pendant peut-être une dizaine d'années, c'est pas en une semaine qu'on va pouvoir tout changer. Donc, on a cette sensation d'incapacité à faire les choses qui vont générer
qui va générer une culpabilité derrière. Donc, le but, c'est de, par exemple, commencer par instaurer, je sais pas, je vais dire un fruit à 11 heures et puis petit à petit, en venir à rééquilibrer sur la journée. Une personne qui a tendance à manger tous les jours à midi à l'extérieur parce qu'elle n'a pas la possibilité de ramener à manger sur place ou alors qui ne peut pas, qui n'ont pas de restaurant, de cantine là où ils travaillent, ou alors qu'il n'y a que des snacks où elle peut manger des aliments comme, des repas comme sandwich, pizza, etc. Bah, cette personne-là, on peut pas, si elle a fait ça pendant des années, on peut pas du jour au lendemain lui demander d'arrêter, de tout chambouler dans ses habitudes alimentaires, de se mettre à cuisiner tous les jours et emporter avec elle au travail. À ce moment-là, on va faire les choses vraiment très progressivement, c'est-à-dire commencer à manger à l'extérieur une fois sur deux. Quand la personne va prendre l'habitude de manger une fois sur deux, bah, deux fois par semaine, puis une fois par semaine, puis une fois par quinzaine. Et en fait, ça donne cette sensation de... On a l'impression que la personne est actrice de sa prise en charge. Donc, ça lui permet de vraiment faire plus d'efforts. Il y a moins de restrictions, il y a moins, on lui impose moins les choses. Donc, forcément, ça va plus dans son sens. Et surtout, faciliter la prise en charge parce que c'est ce qui permet de tenir le plus longtemps. Et plus longtemps on tient, plus on va développer les bonnes habitudes alimentaires. Parfait, parfait. Je pense qu'à partir de demain, je viendrai consulter pour un régime pour moi-même parce que la manière avec laquelle cette facilité d'engagement, de convaincre et puis par la suite de juste attirer la personne à vouloir soigner, prendre soin de son hygiène et remettre les pendules un tout petit peu à l'heure. Gian, comment réagissez-vous face à ces clients qui ont l'habitude de sauter un ou deux repas par jour dans la journée où vous disent oh non, moi j'arrive, c'est un de vos clients et vous dit oh j'ai pas pu petit déjeuner ou le lendemain oh j'ai petit déjeuner mais j'ai zappé machin. Les aléas de la vie, le travail, le professionnel, tous ces conditions, nous les êtres humains. Comment le nutritionniste fait face à ce cas? Est-ce qu'il s'adapte? Est-ce qu'il tout simplement impose? Est-ce qu'il y a une compréhension mutuelle? Comment ça se passe chez GN? Le meilleur moyen, je trouve, de décourager une personne, c'est de lui imposer quel que soit même si c'est bon pour la santé, même si c'est meilleur pour elle, on ne peut pas imposer ce genre de choses parce que ça ne tient pas juste au fait de manger. C'est toutes les habitudes qui sont chamboulées et surtout le psychique de la personne. Donc, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça rentre dans une prise en charge qui soit progressive. C'est-à-dire voir pourquoi la personne, elle saute le repas. Est-ce que c'est par peur de grossir? Est-ce que parce qu'elle pense qu'en sautant ce repas-là, elle va maigrir plus vite? Est-ce que c'est parce que c'est plus convenient et c'est plus facile de ne pas se faire à manger et de manger plus le soir? Il faut déjà mettre le doigt sur le pourquoi. Et en tant que nutritionniste, on explique, voilà, si vous faites les choses de cette manière, c'est meilleur, très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se retrouver au milieu? Comment est-ce qu'on peut, avec ce que moi j'ai envie de vous faire faire, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté? Et en général, la personne elle finit toujours par trouver un moyen de faire un effort, ne serait-ce que, par exemple, au lieu de manger à 18 heures, bah, vous dire, écoute, Jeanne, aujourd'hui, on va essayer de manger un peu plus tôt, ne serait-ce qu'à 16 heures. Et puis à ce moment-là, avancer encore plus d'une heure, et essayer de trouver, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le temps de manger? Est-ce que vous n'avez pas un espace où vous pouvez déjeuner le midi? Est-ce que vous avez le temps de prendre une pause ou pas? Si on voit que c'est vraiment pas possible, on va essayer d'inverser. Par exemple, mettre une petite collation le midi, de manière à ne pas trop s'affamer pour ne pas se jeter sur le repas suivant et manger plus qu'il en faut. Et à ce moment-là, instaurer une petite collation et vers les coups de 16h ou 17h, faire un repas complet. Et comment justement faire pour que le repas du soir soit un peu plus léger? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on va plus manger le soir qu'on va plus stocker. Le corps, il ne reconnaît pas à quelle heure on va stocker telle ou telle calorie. Ou alors cette calorie provient de tel aliment, si c'est d'origine protéique ou glucidique, ben on va stocker plutôt celle-là et celle-là, on ne va pas la stocker. Une calorie, c'est une calorie. Après chaque nutriment, c'est-à-dire une protéine, 1 gramme de protéines équivaut à 4 calories, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc chaque aliment et chaque nutriment a sa propre charge calorique. Donc à ce moment-là, ce qui va plus gêner, on va essayer à ce que la personne puisse avoir un mode de vie le plus sain possible avec ce que la personne peut faire.
Donc, du coup, on va essayer de lui instaurer un dîner un peu plus léger suivant à quelle heure elle peut manger le soir, à quelle heure elle dort, pour qu'on puisse, pour que la digestion se fasse dans les meilleures conditions et encore plus important, pour que le sommeil se passe dans de très bonnes conditions. Parce qu'un estomac surchargé, quand on essaie de dormir, ça va, le sommeil, en fait, c'est pendant le sommeil que le corps va régénérer tous ses tissus et réparer tout ce qui est réparation tissulaire, musculaire, etc. Donc, quand on dort et qu'on est en train de digérer, ben, on ne digère pas bien. Donc, ce qui peut favoriser certains inconforts digestifs. Et non seulement on ne digère pas bien, mais on ne dort pas bien non plus. Donc, c'est la fatigue qu'on ressent le matin quand on se réveille après un sommeil agité ou un sommeil non réparateur qui fait que ce qui perturbe aussi les hormones de satiété et de faim. Donc, on se remet à avoir plus faim dans la journée, à grignoter un peu plus, etc. C'est d'essayer de prendre tout ça en charge, de bien expliquer à la personne pour pas qu'elle subisse sa prise en charge, mais qu'elle en soit actrice, pour que justement qu'elle ait l'impression, pas l'impression, mais qu'elle soit vraiment dans cette action-là et qu'elle comprenne pourquoi on fait ça. Et quand on implique le patient, bah forcément, il donne plus de sa personne parce qu'il fait vraiment un effort. Et quand il se rend compte que ça fait du bien et au corps et au moral, bah, ça devient une habitude, forcément. Donc, du coup, après, le problème ne se pose même plus. Top. Jihan, la société, notre société marocaine mondiale, les médias, tout fait en sorte que le citoyen, que la personne se trouve face à une diabolisation de certains aliments, à sujet de convoitise, ce conditionnement. Comment vous faites, vous, pour allier à ces situations? Déjà, d'arrêter de diaboliser les aliments et certaines préparations parce que, et ça, je ne le cesse de répéter, manger, c'est un des plus grands plaisirs de la vie et il faut que ça le soit et que ça le reste, tout simplement parce que on ne peut pas enlever l'élément de plaisir dans une prise en charge. C'est impossible parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on rentre dans le cercle vicieux de la restriction. Maintenant, ce qu'il va falloir expliquer, c'est quels sont les aliments qui sont plus à même de faire prendre du poids et d'expliquer comment on peut les intégrer dans notre régime alimentaire qui soit équilibré, en quelle quantité, en quelle Ouais. fréquence et continuer à se faire plaisir sans pour autant avoir la prise de poids qui en résulte. Après, il y a certains moments dans la vie où on est peut-être pas obligé, mais on prend du poids. C'est-à-dire quand on part en vacances, moi, j'ai pas envie que mes patients se frustrent, j'ai envie qu'ils se fassent plaisir parce qu'on sort des habitudes, on part pas en vacances tout le temps. Et à ce moment-là, lors du retour à la vie normale, on reprend des bonnes habitudes et automatiquement, les kilos superflus repartent. Donc, il ne faut pas diaboliser les aliments parce que ça ne sert absolument à rien à part générer une frustration. Message reçu 5 sur 5. Jihan, écoutez, on fait presque presque le même métier. Écoutez, Jihan, alors moi je reçois Zouhir, dans deux mois, je vais partir à l'étranger, j'aimerais avoir tel et tel. Alors pour vous, ça va être Jihan, écoutez, j'ai un peu de bide, un peu de bouée de sauvetage, poignée d'amour, etc. Jihan, je veux perdre, je dis n'importe quoi, 10 kilos en 2 mois. La spécialiste répond. Déjà, se déconnecter des chiffres sur la balance parce que ce n'est pas du tout ce qui détermine l'évolution de la silhouette. Quand on est trop axé sur le chiffre que la balance affiche, ça aussi, ça peut plus décourager qu'autre chose parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. D'ailleurs, si vous pouvez vous amuser à vous peser plusieurs fois par jour, c'est hyper rare où la balance va afficher le même chiffre. Tout simplement parce qu'on a production de certaines substances endogènes, comme l'eau par exemple, on en produit de manière interne. Est-ce qu'on a évacué les déchets du corps? Est-ce qu'on fait de la rétention d'eau ou pas? Il suffit juste après un repas salé, 2 heures après, on va prendre plus de poids. Est-ce que il faut voir le système hormonal? Il faut voir aussi la musculature de la personne parce que quand on se met à faire du sport et qu'on fait attention à ce qu'on mange en général, on prend en même temps, voilà, on prend de la masse musculaire et on sait aujourd'hui que le muscle pèse plus lourd sur la balance que la graisse. Donc, si vous avez perdu 2 kilos en graisse et vous avez pris 2 kilos en muscle, ben, le poids sur la balance ne va pas du tout changer. Et ça fait que le corps, la silhouette va changer, mais pas le poids. Donc déjà, j'apprends à mes patients de ne pas se référer par rapport au poids total. Dans mon cabinet, j'ai un impédance mètre, donc j'arrive à suivre la masse musculaire, le
développement de la masse musculaire, de la masse grasse et de la masse hydrique. Donc déjà, ça permet d'encourager les personnes. Et puis de deux, moi, je n'ai pas envie que ce soit avec ou suivi nutritionnel, que les personnes se donnent un objectif de poids, mais plutôt se donner un objectif d'habitude de vie qui va faire qu'ensuite le poids va baisser à un moment donné. Mais au début, je déconseille de faire ça, déjà ça de un. Et de deux, en général, je ne donne pas d'objectif de poids, c'est très rare, sauf au début où on sait, par exemple, si une personne qui pèse 95 kilos, on sait que les kilos vont partir au début assez rapidement, qu'au bout d'un moment, ça va partir moins rapidement. Tout ça, il faut l'expliquer au patient pour qu'il ne soit pas choqué, qu'il n'ait pas d'incompréhension s'il voit que le corps n'évolue pas comme lui, il le souhaite ou comme ce dont à quoi il s'attendait au final. Donc, quand on me dit, j'ai envie de perdre 10 kilos en 2 mois, déjà, je ne peux pas savoir. Et souvent, on pose la question, vous pensez qu'avec ce régime, je vais pouvoir perdre combien en combien de temps? Tout simplement, je n'ai pas de réponse parce que chaque métabolisme est différent. Ça dépend du métabolisme, ça dépend de l'observance de la personne, si elle fait vraiment attention à ce qu'elle mange ou pas, et ça dépend aussi de l'activité physique. Une personne qui fait du sport régulièrement, une personne qui ne fait pas assez de sport et qui se dépense pas assez, va forcément brûler moins de calories qu'une personne qui fait du sport. Donc, tous ces mécanismes-là font qu'il est quasi impossible de déterminer exactement combien de poids on peut perdre sur une durée. D'accord. Alors, Jihan, sur une échelle de 0 à 10… Malak, j'ai juste un petit Pardon? coucou à Malak qui est une patiente à moi qui est en train de m'écrire. Est-ce que vous pouvez laisser le live en replay? Ah, ok. Je ne sais pas faire, c'est Zoé qui va s'en occuper. D'accord, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Et alors, j'étais en train de dire, Jihan, pour votre clientèle, est-ce que sur quel pourcentage vous conseillez la pratique sportive ou quelconque pratique ou activité, méditation, yoga, fitness, etc. Est-ce que le 100%, 80%, est-ce qu'il y a des cas où vous dites non, maintenant je vais entamer la nutrition jusqu'à ce que j'atteigne une certaine échelle et par la suite je peux… Comment ça fonctionne pour vous, le facteur activité physique? D'ailleurs, vous avez relevé un très bon point parce que j'entends souvent dire que comme quoi il ne faut pas commencer le sport quand on entame un régime soi-disant alimentaire parce que soi-disant la graisse qu'on perd, en fait, si on commence le sport, ça permet de renforcer la graisse et qu'on n'arrive pas à perdre la graisse. C'est archi faux. Ça n'existe pas, scientifiquement parlant, c'est impossible. Une calorie brûlée reste une calorie brûlée, de l'énergie dépensée reste de l'énergie dépensée. Est-ce que je conseille systématiquement du sport? Oui. Quel type d'activité sportive? Ça dépend de la personne. Je ne mets jamais, déjà parce que c'est pas mon domaine, de un. Et de deux, je n'impose rien du tout. Pour moi, l'activité physique, ça peut aller du sport en salle de sport. Ça peut aller au yoga. Ça peut être du fitness. Ça peut être du biking. Ça peut être du kayak. Ça peut être juste mettre de la musique et danser. Pour moi, une activité physique, ou marcher ou courir, peu importe, c'est selon les préférences de chacun. Il faut juste commencer une activité physique qui nous plaît et éviter d'en faire 7 jours sur 7 parce qu'au final, on tient une semaine, 2 semaines et après, on arrête complètement. Et puis, les risques de surentraînement et le risque de blessure si on ne fait pas bien les exercices. Donc, oui, je conseille ça systématiquement. Je n'ai pas de préférence quant au type de l'activité physique. Je laisse ça libre au patient de choisir l'activité physique qu'il veut. Voilà, donc non, l'activité physique est très importante parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, c'est les calories ingérées versus les calories qu'on dépense. Et les calories qu'on dépense, c'est pas que le métabolisme de base, c'est surtout l'activité physique qu'on a en dehors de soi. Si on a un mode de vie actif, si on marche beaucoup, on monte beaucoup les escaliers, ou si on a le ménage à la maison, ou alors si on a un travail physique qui nécessite de bouger beaucoup plus que la moyenne. Donc pour moi, il suffit juste de bouger et d'éviter la sédentarité. Claire. Alors, Jihan, répondez par mythe ou réalité, ou bien vrai ou faux. Avoir un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner de mendiant. Ça, c'est ce qu'on pensait il y a longtemps. Parce que la nutrition, c'est un domaine qui évolue très, très rapidement. Il faut rester updated et à jour. Avant, on pensait qu'il fallait manger peu le soir pour maigrir plus.
parce que on disait que vu qu'on ne bouge pas autant le soir que la journée, donc forcément, tout ce qu'on mange le soir risque d'être stocké. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, que ce qui compte, encore une fois, c'est la balance entre ce qu'on mange et ce qu'on brûle. Et ce qui fait qu'on conseille toujours de manger tôt ou de manger plus léger, c'est plus par souci de digestion que par souci de perte de poids. Maintenant, si c'est un mode de vie que la personne trouve plus agréable à suivre, très bien. Si la personne n'a pas l'occasion de manger, de couvrir ses besoins, parce qu'on parle aussi de couverture de besoins, c'est pour ça qu'on se nourrit et c'est pour ça que manger est un besoin vital. Si on ne couvre pas assez les besoins la journée et qu'on a besoin de se rattraper le soir, soit, il faut juste faire attention à espacer le moment de prise de repas avec le moment du coucher pour éviter d'altérer et son sommeil et sa digestion. D'accord. Autrement dit, la nutrition 2020, l'actualité, la science qui parle, personnalisation de chaque approche individualisée. Il n'y a plus genre... OK, perfect. Il le faut parce que sinon, pardon, je vais vous interrompre, sinon on peut avoir des personnes qui sont observantes, qui essaient de suivre, mais ça n'est jamais c'est très rarement des résultats durables et pérennes. Et d'ailleurs, le rapport dont je vous ai parlé en 2012 l'explique très bien et le prouve très bien aussi. OK. Alors, vrai ou faux? Les 5 fruits et 5 légumes par jour. Vrai. Vrai, parce qu'on a quand même, en parlant de couverture de besoins, on a besoin de vitamines, de minéraux, de fibres surtout. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'industrialisation et de la rapidité. On ne prend plus le temps d'acheter ses fruits et ses légumes. Donc, prendre des fruits en sirop ou alors en jus, c'est pas forcément l'idéal. Des légumes en conserve, quand on n'a pas le temps, de temps en temps, ça peut être une bonne solution. Mais des fruits et légumes quotidiennement et alterner entre crudité et cuidité aussi, parce que les légumes cuits perdent beaucoup leur charge nutritionnelle, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux. Il y en a qui sont très sensibles à la chaleur, à l'air, donc à l'oxygène, à la lumière, etc. Donc, quand on fait attention à bien consommer ses aliments et bien diversifier son assiette et sa manière de cuisson, bah, ça nous permet d'avoir de toutes les vitamines et les minéraux et les oligo-éléments dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Oui, je pense que la majorité de votre clientèle, c'est des professionnels et ces professionnels sont obligés, par exemple, de se trouver pour répondre à certains repas dans des restaurants, ils vont pas pouvoir, ça veut dire assurer à 100% cette 5 fruits et légumes par jour. Comment réagissant-on à ce... C'est très facile à c'est vraiment très très facile à atteindre parce que quand on entend 5 fruits et légumes par jour, on a tendance à prendre peur. Tout simplement, 5 fruits et légumes, c'est pas 5 fruits plus 5 légumes. C'est 5 fruits et légumes par jour. Donc, en général, on les atteint très facilement. Moi, dans mes programmes, ben ouais, ça c'est important à savoir. Oui, oui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que moi, j'instaure pour les personnes 3 fruits par jour, dont une portion de fruits secs pour diversifier l'apport alimentaire, encore une fois, parce que les fruits secs sont beaucoup plus riches en antioxydants. Et il nous reste 2 légumes. Bah, si on mange une tomate et un concombre, même pas la moitié d'un concombre, bah, on est bon. Et généralement, on mange beaucoup plus que ça. Donc, en général, on les atteint assez facilement. Extraordinaire, merci pour l'explication. Alors, on est arrivé à une question, à la question d'un follower. Bonjour, je m'appelle Fatine, j'ai 15 ans. Ces dernières années, je souffre énormément de mon obésité. Jusqu'à présent, j'ai testé une dizaine de régimes amaigrissants jusqu'à ce que je tombe sur le jeûne intermittent que je fais avec maman. Est-ce que ça sera la bonne cette fois? Et merci pour votre émission. Le jeûne intermittent, c'est un outil, comme les autres régimes amaigrissants. Ça veut dire que c'est un outil qui nous permet de perdre du poids de manière plus, peut-être pas plus facile, mais plus organisée. Pourquoi? Alors déjà, elle a 15 ans, il faudrait faire attention parce que c'est une personne qui est quand même en pleine croissance. Son corps est en train de se développer. Ouais. Elle a besoin d'avoir des apports alimentaires et de les couvrir. Il faut surtout pas éviter les carences parce que sinon, on va avoir des dysfonctionnements de croissance.
c'est clair. Donc, soit des problèmes osseux, soit des problèmes, enfin, je dis n'importe quoi, ça peut être hormonal, ça peut être tissulaire, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, il faut, priorité numéro une, c'est de faire attention Consulter un spécialiste, oui. à couvrir D'abord, les oui. besoins de l'organisme. Peut-être pas forcément un spécialiste, parce que c'est pas très difficile de perdre du poids, surtout à cet âge-là, parce qu'on est quand même assez actif. On fait quand même, Oui, on perd rapidement du poids beaucoup plus rapidement, et surtout que les habitudes alimentaires sont pas encore vraiment bien ancrées dans oui, à l'inconscient cet de la âge. personne, donc c'est beaucoup plus facile de lui faire changer ses habitudes de vie. Oui. Pourquoi le jeûne intermittent peut être intéressant pour certaines personnes? C'est surtout pour les populations qui ont tendance à ne pas limiter leur grignotage, qui grignotent tout au long de la journée, qui ne font pas vraiment de repas complets. Comme on a une fenêtre où on peut manger un peu comme on veut, encore une fois, c'est ce qui génère un déficit calorique qui fait perdre du poids. Ça veut dire que si pendant cette période, cette fenêtre, on a le droit de, entre guillemets, tout manger, on se met à manger crêpes au chocolat, muffins à la framboise, enfin, je sais pas, burger. Et si on dépense, si on apporte plus que ce qu'on dépense, ben, on va pas perdre du poids, on va même en prendre. Donc, encore une fois, c'est un outil qui permet de limiter la prise calorique et qui va permettre à la personne de perdre du poids. Ce n'est pas le jeûne intermittent qui fait ça, c'est le fait de manger moins. Donc moi, pour cette personne, je lui conseillerais plutôt de prendre les bonnes habitudes tant qu'elle est jeune, parce que le jeûne intermittent, elle ne pourra pas faire ça tout le temps. À un moment donné, elle va vouloir manger normalement, prendre un petit déj, sortir dîner le soir avec ses amis ou prendre un café, ou si ça ne coïncide pas avec ses horaires de jeûne intermittent, ça va lui poser problème. Et là, on va commencer à avoir, surtout à son jeune âge, un Ouais. comportement à risque et des troubles même du comportement alimentaire. D'accord. Eh bien, écoutez, oui. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, Jihan, parce que là, je vais vous laisser partir. Merci pour votre présence. Mais avant, j'aimerais quand même que vous me dites ce que vous pensez des gens de cette. Tout à l'heure, j'y pensé, manger ses émotions. Est-ce que ça vous parle? Oui. Alors, manger, c'est très étroitement lié à la psychologie. Étonnamment, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a des fois, en fait, ça se nourrit dès l'enfance. Parce qu'on voit souvent un enfant qui pleure, on va chercher à lui donner un biscuit, une sucette, un bonbon, enfin quelque chose pour le calmer, et la personne va s'arrêter de crier. L'enfant, pas la personne, mais le petit Oui, enfant, comme il est, va dans son inconscient en fait, faire un lien direct entre la prise d'aliments et le fait de calmer ses émotions, et calmer son stress et calmer ses angoisses. Sauf que cette manière, bon, c'est pas vraiment une manière parce que c'est vraiment inconscient, va faire que la personne, une fois qu'elle va devenir adulte, quand elle va être face à un moment un peu plus stressant ou quand elle va avoir des angoisses, ben, elle aura tendance à manger un peu plus pour calmer ces angoisses-là. Donc déjà, on va dire le plus difficile, c'est de devoir en être conscient. Savoir que comme quoi, si on a envie de manger 1 heure après le repas, ben, ce n'est pas la faim. Techniquement, ça ne peut pas l'être, à part si le repas a été trop léger. Mais sinon, et prendre conscience et prendre surtout quelques secondes pour se dire pourquoi est-ce que je vais manger. Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est l'envie de manger? Savoir déterminer les signaux de faim. Donc, quand on a l'estomac vide, c'est vraiment le creux qu'on sent au niveau de l'estomac, gargouillement, etc. Et surtout, ça, on n'y pense pas souvent, c'est la soif. La soif, en fait, quand on ignore nos signaux corporels en général, le corps s'adapte, donc on n'arrive plus à bien les interpréter. Ça veut dire que des fois, quand on a soif, on sent que le corps a besoin de quelque chose. Et la manière la plus simple pour assouvir ce besoin-là, c'est en général, c'est de manger. Sauf qu'on voit que ça passe pas, donc on continue à manger, on pense qu'on a faim. Alors qu'il suffisait de boire un verre d'eau et d'attendre et de voir si ça passe ou ça passe pas. Donc il faut penser à la soif, est-ce qu'on a bu assez d'eau ou pas. Et puis il faut essayer de déterminer quand on mange et pourquoi. Je parle des comportements, par exemple, comme le grignotage, tout ce qui est en dehors du repas. Mais sinon, quand on a faim et que c'est l'heure du repas, il faut manger. d'accord. Très très bien. Merci. Merci, Jihan. Avec plaisir. C'est certain que ça va pas être la première invitation. Il y aura, Inch'Allah, d'autres invitations
dans le plus proche, ou plutôt dans le futur proche. Et je vous dis, c'était un plaisir de vous recevoir et que vous puissiez éventuellement partager cette vivacité, cette énergie, mais aussi ce savoir-faire et savoir. Merci, c'est Mais gentil. souvent, moi, j'ai tendance à, avec mes clients, de, comme disent, ouais, on veut être comme toi, mais comment tu manges, comment tu fais, comment. Est-ce que ça vous arrive moi, avec vos clientes? Oui, mais vous, pour avoir cette ligne, est-ce que vous posez souvent cette question, Jihan, Oui, sur votre oui. manière? Oui, on me pose souvent la question, mais encore une fois, ce qui marche pour moi ne peut pas forcément marcher pour une autre personne. Peut-être que moi, mon mode de vie ne correspond pas du tout au mode de vie d'une autre personne. Et donc, du coup, je Ouais, pourrais pas lui faire la même chose que moi. ouais, Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais se comparer. Comparer les programmes alimentaires, parce que j'ai souvent des personnes qui font faire le régime enfin, c'est pas vraiment un régime, mais le programme que je donne à leur enfant, à leur mari, à leurs proches. Donc, ce ouais. qui marche pour vous ne va pas forcément marcher pour l'autre personne. Peut-être qu'elle a des pathologies associées dont il faut prendre compte lors de l'établissement du programme alimentaire. Peut-être qu'elle a des aversions alimentaires, peut-être qu'elle a des habitudes que vous ne partagez pas forcément, peut-être qu'elle a des croyances, des intolérances, enfin, j'en sais rien. Oui. Mais du coup, ce qui marche pour une personne ne va pas forcément marcher pour l'autre, mais marche pour tout le monde, c'est de manger équilibré et de faire du sport. Voilà. Et voilà, donc on termine sur cette belle phrase, manger équilibré et faire du sport. Mademoiselle Jihan Andy, ce fut un plaisir et Le à la plaisir est prochaine. partagé. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir.